Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons aborder durant cette vidéo un sujet qui intéresse tous les cliniciens, qu'ils soient débutants ou experts, c'est le raisonnement clinique, c'est-à-dire comment réfléchissent les médecins pour aboutir au diagnostic. Et à la fin de cette vidéo, je vais avancer quelques astuces pour arriver à raisonner comme un expert. Si quelqu'un me demande, en tant que médecin clinicien, quelle est l'activité la plus importante dans ta vie professionnelle, ma réponse sera sans hésitation le raisonnement. Quand je faisais mes stages à l'hôpital, j'étais parfois étonné comment mes maîtres arrivaient à poser rapidement des diagnostics exacts. Et parfois, j'osais leur demander, comment pouvez-vous être aussi efficace dans le diagnostic de ce patient alors que c'était compliqué comme situation clinique? Et la réponse à ma question, comment faites-vous pour être aussi efficace, c'était une réponse stéréotypée que j'entendais chaque fois, et vous aussi certainement. On me disait, il faut voir beaucoup de patients et il faut lire beaucoup. En fait, j'étais pas très à l'aise avec cette réponse, qui me semblait trop vague, incomplète, parce que je voyais beaucoup de médecins qui lisaient énormément et qui voyaient beaucoup de patients, mais ce que je constatais, c'est qu'ils n'étaient pas tous sur le même degré d'excellence. Donc c'était une réponse qui me laissait sur ma faim. Et on va y revenir plus tard avec quelques astuces. Donc pendant longtemps, c'était la frustration, jusqu'à ce que je découvre il y a quelques années qu'il existe une science qui s'intéresse à l'étude des secrets de réussite et à répondre à la question comment devenir expert. Et si vous vous intéressez à savoir comment les gens brillent dans certains domaines, aussi variés que le business, le sport ou la politique, il suffit d'étudier leur parcours et d'analyser en détail leurs pas sur le chemin de la grandeur pour éventuellement les imiter dans certains aspects. Il faut cependant signaler que dans la médecine, on ne s'est jamais posé cette question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un clinicien expert? Et est-ce qu'on peut l'imiter pour devenir aussi excellent que lui? Dr House est un clinicien super intelligent. Il a la réputation d'arriver au bon diagnostic au moment où tous ses collègues font fausse route. Mais certains ne le considèrent pas pour autant comme un excellent médecin, parce que pour atteindre l'excellence dans l'exercice de la médecine, les compétences techniques et l'intelligence clinique seules ne suffisent pas. Il faut avoir en plus les compétences relationnelles avec le patient et son entourage, mais aussi avec ses collègues, sans oublier le respect des valeurs morales et éthiques. La science qui s'intéresse à l'analyse de la performance et de l'expertise à travers le temps nous montre que, quel que soit votre type d'apprentissage, vous allez passer par les étapes suivantes. Le début est toujours lent. C'était durant vos premières années de médecine et durant vos stages d'externat. Vous essayez timidement de comprendre comment s'y prendre, comment ça marche. Et puis, à moyen terme, c'est-à-dire durant votre internat, vos années de résidanat, vous allez passer à la vitesse supérieure. Vous allez accélérer votre apprentissage. Et puis, éventuellement, et c'est ce qui arrive pour la majorité des cliniciens, votre courbe d'apprentissage ralentit et vous arrivez à une phase en plateau où vous êtes à l'aise dans votre pratique clinique. Une fois arrivé à cette phase et que vous êtes en mesure de gérer les 80 à 90% des patients qui viennent vous consulter, vous avez atteint votre zone de confort et vous avez un sentiment très positif de vous-même. Le revers de la médaille, par contre, c'est que en gérant les 80 à 90% de vos patients, vous avez moins de cas problématiques, moins de défis à soulever. Et en parallèle, avec la diminution du nombre de challenges par jour, il y aura une diminution de votre apprentissage par jour. Et comme conséquence, votre performance professionnelle va stagner avec le temps. Et quand cela arrive, jour après jour, année après année, vous allez devenir certes un professionnel expérimenté. Et cela est formidable, bien sûr. Vous allez rendre service à vos patients, à leurs parents, à vos familles, à vos collègues. Tout cela est beau. La seule personne à qui vous n'allez pas rendre service, c'est vous-même. Parce qu'en vous fixant l'objectif de devenir juste un professionnel expérimenté, vous vous privez de devenir un expert. Car le point essentiel qui mérite toute l'attention, c'est celui-là. Le fait d'avoir pratiqué d'une certaine façon pendant de longues années ne vous rend pas systématiquement expert dans ce que vous faites. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans ma spécialité ». Mais quand vous analysez ce qu'il fait réellement dans sa pratique clinique, il ne fait que répéter ce qu'il a appris pendant les 4 années qu'il a passées au résidanat. Et donc, ça ne sera pas 30 ans d'expérience, mais plutôt 4 ans d'expérience qu'il a répété pendant 30 ans.
Ceci en partant bien sûr de l'hypothèse que ce qu'on fait est juste. Parce qu'il y a des scénarios que je considère dramatiques où les mêmes erreurs sont répétées des dizaines, voire des centaines de fois. Et à ce moment, on sera très expérimenté, mais dans l'erreur. Donc faisons très attention et ajustons en permanence nos pratiques. Revenons à notre graphe. Les gens qui cherchent l'excellence, lorsqu'ils atteignent le bon niveau des expérimentés, ils ne s'arrêtent pas là, mais ils réinvestissent leur énergie mentale dans leur propre développement. Ils ont trouvé le moyen de tirer profit de leur pratique médicale plus que les autres. C'est-à-dire qu'à la fin de leur journée de pratique, le bilan cognitif de leur apprentissage est largement supérieur au reste des médecins. Et comment ils font ça? En jouant seulement sur deux variables. Soit ils améliorent la qualité des données en rapport avec chaque nouveau cas, ou bien ils augmentent la quantité de ces données. C'est-à-dire, ils multiplient l'exposition de leur cerveau aux cas difficiles. Et on peut ici tout à fait assimiler l'apprentissage à l'immunisation. Vous devez être exposé au vaccin pour la première fois. C'est un moment important. Mais cela ne suffit pas. Pour avoir d'excellentes cellules immunitaires, il faudra des rappels qui soient de bonne qualité et en nombre suffisant. Et maintenant, voyons en détail comment se passe le raisonnement clinique et quels sont les moyens pour l'améliorer. Cela paraît mystérieux pour une personne qui observe et on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête du clinicien pour passer du jugement qu'il fait au cours de l'examen du malade pour identifier une maladie à partir de ses symptômes. Nous pouvons voir les entrées, c'est-à-dire l'histoire du patient, ses antécédents. Nous pouvons entendre ce qui se passe lors de l'examen physique. Nous pouvons voir les résultats des bilans biologiques. Et puis, nous pouvons comprendre en écoutant comment le clinicien analyse la situation de son patient et pose son diagnostic. Mais le fonctionnement de la boîte noire reste mystérieux. Parfois, le clinicien a raison. Il prend les entrées, les traite au niveau de son cerveau en utilisant les connaissances déjà acquises, et puis les outputs, c'est-à-dire la sortie est correcte. Il est arrivé à poser le bon diagnostic. Mais comment savoir dans ce cas si c'est le cerveau qui fonctionne correctement ou si c'était seulement un coup de chance? Parfois, c'est les deux. Dans d'autres situations, les entrées sont correctes. On fait correctement l'anamnèse et l'examen physique, mais la sortie est fausse, c'est-à-dire qu'on a posé le mauvais diagnostic. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a moyen de rebrousser le chemin de la pensée, trouver la faille et corriger la défaillance? Pas seulement pour ce cas précis, mais pour tous les cas semblables. Ça, c'est la question la plus importante qu'on devra traiter. Un ami, professeur en chirurgie pédiatrique, me dit une fois, « Moi, je suis étonné. Je vois le résident passer un long moment avec l'enfant, poser énormément de questions aux parents, utiliser des examens cliniques que moi-même j'ai oublié que ça existe. Et à la fin, il me donne un diagnostic erroné. Et moi, je viens, je passe 2 ou 3 minutes avec l'enfant et j'ai le diagnostic exact. » Effectivement, ce qui est constaté, c'est que les jeunes médecins passent plus de temps avec leurs patients, évoquent plus de diagnostics que les seniors, demandent plus d'examens complémentaires. Et finalement, ils n'arrivent pas à prioriser les problèmes de leurs patients. Cette situation est très fréquente. Elle paraît paradoxale. Vous voyez sur ce graphe que l'exactitude du diagnostic paraît inversement corrélée à la quantité de données collectées. Et donc, faire un bon diagnostic ne dépend pas de la quantité, mais plutôt de la qualité des données que vous allez avoir auprès de vos patients et aussi comment organiser ces données. Et c'est ça le but de cette présentation. Voyons comment les jeunes médecins apprennent et comprennent les différentes maladies. Bien sûr, cela peut varier en fonction de la façon avec laquelle les enseignants de médecine présentent l'information. Mais en général, il existe 4 principales catégories d'informations que les étudiants sont censés maîtriser pour pouvoir faire des diagnostics corrects. La première catégorie, comment notre organisme fonctionne à l'état normal. C'est ce qu'on a appris durant nos premières années. Et puis, nous devons comprendre les anomalies de fonctionnement de notre organisme. Et dans ce cas, quels sont les syndromes qui en résultent. Et à la fin, nous devons apprendre quelles sont les maladies à l'origine de ces syndromes. Et de là,
nous passons au traitement et au pronostic de notre patient. Voyons maintenant comment les débutants organisent et stockent ces informations dans leur cerveau. Typiquement, ces informations sont organisées de manière séquentielle, dans des dossiers séparés, comme par exemple un dossier sur le diabète, un autre sur la malnutrition, un autre sur l'anémie. Et puis, ces dossiers sont stockés de façon aléatoire. Ils ne sont pas bien organisés. L'étudiant connaît beaucoup de choses, mais éparpillé. Il a des difficultés à faire des liens pour cheminer vers le diagnostic. Le mode de stockage de ces informations dépend largement de la façon avec laquelle le cours nous a été enseigné. Par exemple, si les cours concernent un organe ou un système, ces dossiers seront stockés en pathologie cardiovasculaire, pathologie respiratoire, pathologie digestive, etc. Si par contre l'enseignement est plus classique, comme un cours de biochimie, de pharmacologie, d'immunologie, les dossiers seront stockés selon les modalités de présentation de ces cours. Le problème de ce mode de classification par mécanisme ou par organe ou par système, c'est que dans la réalité, les plaintes des patients ne sont pas classées en catégories. Ce qui fait que ça sera difficile au clinicien d'atteindre l'information quand il l'a stockée d'une autre manière que ce qu'il voit dans la réalité, dans son bureau de consultation. Prenons cet exemple. La maman ne va pas venir vous demander pourquoi son enfant présente une réaction d'hypersensibilité de type 1, médiée par les IgE. On imagine qu'elle va vous demander pourquoi son enfant présente ces plaques rouges et que ça gratte. Et c'est à vous de deviner qu'il s'agit d'une urticaire. Et maintenant, nous arrivons à un point capital de la présentation en disant que les cliniciens qui veulent atteindre le degré d'expertise dans la résolution des problèmes diagnostiques ne se soucient pas trop de la quantité d'informations qu'ils accumulent à propos de telle ou telle pathologie, mais plutôt de la façon d'arranger et d'utiliser ces informations. La méthode qu'utilisent les experts est radicalement différente de celle qu'on utilise nous dans notre apprentissage de la médecine. Ceci a été prouvé par les études en sciences cognitives, menées notamment par Georges Bordage de l'Université Laval au Québec, qui a prouvé que les experts atteignent l'information stockée de façon plus rapide et plus efficace dans les différentes situations cliniques qu'ils rencontrent. Et donc, rappelez-vous les dossiers stockés de façon aléatoire par les débutants. Les experts, eux, utilisent une toute autre façon de faire qu'on va schématiser sur la diapo suivante. Les experts, et en évoluant dans leur carrière professionnelle, vont réorganiser leurs connaissances. Et donc, contrairement à ce que font les jeunes médecins en isolant chaque dossier dans un petit coin de leur cerveau, les experts, eux, construisent un véritable réseau qui va lier les maladies, représentées ici par les cercles, les syndromes, représentés par les triangles, et les symptômes, représentés par des trapèzes. Donc c'est vraiment un nouveau réseau auquel on peut accéder de plusieurs façons. On peut entrer au réseau si on veut mieux connaître une maladie, on peut accéder au réseau si on veut analyser un syndrome, ou bien, et c'est la situation la plus courante, on accède à ce réseau parce que le patient vous signale un symptôme particulier. Mais le point le plus important ici est que chaque maladie, syndrome ou symptôme est connecté dans votre cerveau à d'autres sites avec lesquels il a un ou plusieurs points communs. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment les experts arrivent à raisonner de cette façon efficace et rapide. La réponse est tout simplement qu'ils organisent mieux leurs connaissances, de telle façon que ces connaissances prennent un sens clinique, ce qui les rendra plus facilement disponibles et utilisables lorsqu'on est en face du patient. Ce mode d'organisation et de stockage des connaissances est appelé script de maladie. Sur ce schéma, on a représenté ces scripts de maladie sous forme de cercles. Le nom de script de maladie a été proposé par Schmidt en 1990 et désigne un réseau de connaissances qui relie de façon logique les différentes caractéristiques d'une maladie. Principalement ces 4 éléments représentés ici: l'épidémiologie de la maladie, son mode évolutif, sa présentation clinique et ses mécanismes physiopathologiques. Ça, c'est la structure de base du script. On peut ajouter d'autres éléments au fur et à mesure. Notre cerveau peut stocker des millions de scripts de maladie. À noter que pour la même pathologie, chacun des médecins a un script qui diffère de son confrère. En fonction de ce que ces deux médecins voient dans leur pratique quotidienne,
et en fonction de leur lecture sur ces questions. Et puis, ces scripts ne sont pas figés dans le temps. Ils sont à chaque fois modifiés et enrichis. Quel est l'intérêt de ces scripts dans le raisonnement clinique? Eh bien voilà, face à un problème clinique, le patient présente un signe ou un syndrome particulier. Il va enclencher ou stimuler la mobilisation de ces scripts. Une mobilisation qui se fait en fait en bloc et non pas de façon fractionnée. Ces scripts sont extrêmement utiles lorsqu'on se lance dans la comparaison et la différenciation des maladies pour arriver au bon diagnostic. En effet, la difficulté dans la résolution des problèmes diagnostiques réside dans le fait que la plupart des syndromes peuvent être causés non pas par une, mais par plusieurs maladies. Par exemple, devant un tableau de paralysie, le novice n'arrive pas à situer l'atteinte. Est-ce que c'est l'encéphale qui est touché? Est-ce que c'est la moelle ou bien le système nerveux périphérique? Parce que, quel que soit le niveau de l'atteinte, on a un déficit neurologique et une paralysie qui est commune aux trois atteintes. Ici, c'est l'intersection en jaune des trois cercles. Et donc, si on ne prend que cet aspect, on n'a pas résolu notre problème diagnostique. Si par contre, on trouve un Babinski à l'examen clinique, on ne va retenir que l'atteinte centrale, c'est-à-dire soit cérébrale ou médulaire, puisque le Babinski est un signe qui témoigne d'un syndrome pyramidal. Et donc, nous avons écarté la possibilité d'une atteinte périphérique. Les plus intelligents chercheront l'existence d'un signe spécifique à tel ou tel cercle, appelé aussi donnée discriminante. Par exemple, prenons le cercle vert. Si on a en plus de l'atteinte motrice des troubles de la mémoire ou une diminution de l'acuité visuelle, alors dans ce cas, on n'a aucun doute qu'il s'agit d'une atteinte neurologique d'origine cérébrale. Maintenant, voyons les différents types de raisonnements cliniques qui nous permettent de parvenir au diagnostic. Il existe deux principaux types de raisonnement qui peuvent parfois être intriqués. Le premier type est le raisonnement analytique. La méthode ici pour arriver au diagnostic repose sur l'analyse rigoureuse de la relation entre les données de l'anamnèse, les signes et les symptômes en utilisant par exemple les scores cliniques comme le score d'Apgar ou le score d'évaluation de la déshydratation chez le nourrisson. L'utilisation d'algorithmes ou arbres de décision est une manière d'explorer les données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Vous allez cheminer à travers une arborescence pour arriver à un diagnostic après avoir éliminé les autres. Ici un exemple d'algorithme qui permet de trouver, par exemple, l'étiologie d'une boiterie chez un enfant. C'est une méthode efficace, mais en fait très peu utilisée en consultation par les experts, parce que ce n'est pas très pratique et ça consomme beaucoup de temps. Par contre, la démarche hypothético-déductive est fortement utilisée en pratique. Il s'agit de vérifier systématiquement les hypothèses diagnostiques. Le praticien cherche soit à confirmer ou à rejeter les hypothèses diagnostiques envisagées à travers les données récoltées par l'examen. Celle-là, je vous la déconseille. C'est la démarche inductive qui explore toutes les hypothèses possibles, même les plus rares. C'est l'approche typique du médecin débutant, qui demande d'emblée de très nombreux examens complémentaires, sans prioriser les hypothèses. Vous devez l'éviter. Elle est fastidieuse, coûteuse et dangereuse, car vous allez peut-être retenir des diagnostics erronés et vous tromper à cause des faux positifs. Ça, c'était le raisonnement analytique. Il existe un deuxième mode de raisonnement. Par exemple, ici, c'est la photo d'un de mes patients. Si je demande aux jeunes quel est le problème de cet enfant, vous me diriez quoi? Certains d'entre vous me diront sans hésitation qu'il s'agit d'une maladie de surcharge lysosomiale ou mucopolysaccharidose. Comment vous êtes arrivé à reconnaître le diagnostic de cet enfant? Tout simplement parce que vous avez activé un raisonnement spontané, sans réfléchir, qui se base sur la reconnaissance immédiate des formes. En anglais, ça s'appelle pattern recognition. Ceci est dû au fait que vous avez déjà vu un ou plusieurs cas pareils, et c'est resté gravé dans votre mémoire. Vous avez identifié des ressemblances entre cette photo et ce que vous avez déjà mémorisé. Et c'était suffisant pour poser le diagnostic en quelques secondes sans réfléchir. Il est logique donc de voir les cliniciens d'expérience évoquer plus facilement le bon diagnostic parce qu'ils disposent d'une base de données plus vaste à laquelle ils peuvent se référer. Kevin Iva, un enseignant-chercheur canadien, a fait une expérience pour comparer les deux méthodes de raisonnement et voir à quel point les étudiants étaient précis dans leur diagnostic clinique.
Dans le premier groupe, il a entraîné les étudiants à utiliser la méthode analytique et les algorithmes. Dans le deuxième groupe expérimental, il a entraîné les étudiants à penser seulement de façon non analytique, c'est-à-dire à reconnaître les formes. Et puis, il a pris un troisième groupe d'étudiants à qui il a appris à utiliser les deux modes de raisonnement à la fois. Et donc, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le meilleur groupe parmi les trois? Parce que si on pose cette question à des professeurs en médecine, ils vont tous dire qu'il faut enseigner un raisonnement analytique. Et même que, pour certains auteurs, ça sera peut-être dangereux d'enseigner aux étudiants la méthode non analytique basée sur la reconnaissance des formes. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce tableau, qu'est-ce que vous voyez ici? Il faut savoir que parfois notre cerveau nous joue des tours. On est parfois sûr qu'il s'agit bien d'un fait alors que ce n'est pas le cas. Ou bien que ce dont on est certain cache autre chose. Ici par exemple, certains d'entre vous verront une jeune femme et d'autres ne verront qu'une vieille femme, alors qu'il y a les deux ici. La conclusion de l'étude de Kevin Iva était que enseigner les étudiants avec la méthode non analytique ou analytique, ça donnait exactement les mêmes résultats en matière de précision diagnostique. Par contre, pour le troisième groupe d'étudiants, ceux qui vont activer les deux modes de raisonnement au départ, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats parce qu'ils vont réaliser un double encodage. Un encodage basé sur l'expérience qui va générer un raisonnement spontané et un encodage cognitif qui va générer un raisonnement analytique. Maintenant, on se pose la question, quel est le meilleur moment pour l'apprentissage? Dewey a démontré que l'apprentissage est maximal lorsque les étudiants tentent de résoudre des difficultés ou incertitudes personnelles, c'est-à-dire lorsque l'étudiant bute sur un cas clinique difficile. Et à ce moment, s'il y a une bonne intervention pédagogique, l'étudiant va apprendre le mieux. Il va apprendre à partir de ses erreurs. Maintenant, en réalité, est-ce que les résidents sont à l'aise s'ils veulent exprimer leurs difficultés? Notre culture clinique nous contraint à cacher nos incertitudes. Et ce n'est pas que chez nous que ça existe. Voilà une étude qui nous rassure. Elle a été réalisée aux États-Unis et montre que la moitié des résidents ne discutent pas de leur erreur diagnostique. Et ils sont réticents à montrer leur façon de réfléchir parce que ça risque de nuire à leur évaluation et à leur image. Donc, ils ont peur de se compromettre, de dire que j'ai telle difficulté, parce qu'ils imaginent que ça va avoir un effet négatif sur eux. Alors que Dewey nous dit que c'est en ces moments difficiles où on va apprendre le mieux. Et pour aider les résidents, il faut avoir accès à leur raisonnement et leur incertitude. Les enseignants de médecine leur arrive souvent qu'un patient rentre et il est accompagné par le résident. Dans cette situation, il faut toujours avoir à l'esprit que nous avons deux motifs de consultation. Le premier, c'est le motif de consultation du malade et le deuxième, c'est le motif de consultation du résident. Mais là, c'est un motif pédagogique, éducatif, parce qu'il a eu des difficultés avec le patient et il veut voir comment l'enseignant va s'y prendre. Et là, l'enseignant doit saisir l'occasion et lui montrer les astuces de sa pratique clinique, parce qu'on est dans le moment privilégié de l'apprentissage. Revenons au conseil qu'on me donnait quand j'étais résident. Il faut voir beaucoup de patients et il faut lire beaucoup. Ce conseil, il n'était pas faux, parce que la théorie sans pratique est impuissante et la pratique sans théorie est aveugle, comme disait Bergson. Les deux types de savoir sont indispensables au développement de l'intelligence pratique. Le problème, c'est que, à mes débuts, je ne savais pas comment tirer profit de mes patients, ni comment lire. Mais avec le temps, j'ai découvert des astuces utiles. Commençons par la pratique et comment on peut apprendre à partir de nos patients. À chaque présentation de cas, le résident doit suivre cette démarche. D'abord, un bref résumé des données cliniques. Alors là, on ne va pas raconter toute l'anamnèse et les données cliniques. On va se limiter aux données pertinentes et en utilisant un langage médical pur et en évitant d'utiliser les données brutes racontées par le patient. Donc, il est capital dans la présentation et la discussion sur nos patients de nous limiter à notre jargon médical. La deuxième étape consiste à évoquer 2 ou 3 diagnostics. Ensuite, le résident va proposer les diagnostics différentiels en comparant et en contrastant les données cliniques. La quatrième étape est très importante. C'est de discuter avec vos enseignants à propos des difficultés ou incertitudes. Ça fait partie de la présentation du cas et c'est là qu'on apprend le plus.
Ensuite, le résident va planifier la prise en charge du malade. Et la dernière étape de la présentation du malade, c'est de choisir un sujet à étudier. Et là, le but, ce n'est pas d'aller lire tout le chapitre dans le MC, mais plutôt de se documenter par rapport à une difficulté rencontrée au cours de l'examen du malade. La deuxième partie de la réponse, il faut lire beaucoup. Quelques astuces maintenant pour une bonne lecture médicale, c'est-à-dire comment lire efficacement. Ce qu'on constate, c'est que les étudiants lisent de deux façons. La première, c'est une lecture dispersée. Le résident prend sa conférence de 30 pages, il prend son marqueur jaune et quelques minutes après, c'est tout le polycopié qui devient jaune. C'est ce qu'on appelle le syndrome du polycopié ictérique. Et ça signifie quoi? Ça signifie que le résident n'arrive pas à ressortir les éléments importants du cours. Il n'y a aucune différenciation, pas de comparaison, pas de contraste. La lecture dispersée n'a pas de but précis. Par exemple, il y a des étudiants qui lisent des livres de médecine comme s'ils lisaient un roman. Ce n'est pas efficace, ça n'a pas de structure, contrairement au fait de lier la lecture au cas clinique. Maintenant, comparez cette méthode de lecture avec celle-là. Cet étudiant lit à partir des malades, donc il va faire un double encodage, c'est-à-dire qu'il va fixer l'information médicale de deux façons, à partir du patient et à partir de ses lectures. Par exemple, vous avez une fille atteinte de maladie cœliaque et qui présente des fractures à répétition et une fragilité osseuse. Vous n'allez pas lire tout le chapitre de la maladie cœliaque, mais seulement le retentissement de cette maladie sur le squelette. Et donc, il faut être spécifique dans ses lectures. Deuxième élément dans la lecture élaborée, c'est de pouvoir saisir le sens global. Par exemple, devant un ictère du nouveau-né, il ne faut pas se limiter à évoquer seulement l'immaturité hépatique, mais il faudra connaître l'ensemble des étiologies hémolytiques et non hémolytiques pour élargir son champ. Mais pour faire la part des choses, il faudra aussi comparer et contraster les différents diagnostics possibles. Et surtout, il faudra bien apprendre les données discriminantes, c'est-à-dire quels sont les signes spécifiques à telle ou telle maladie. Exemple, on peut vous demander si vous avez deux diagnostics en tête et vous ne pouvez poser que deux questions au malade. Quelles seront ces questions? Ou bien, si vous n'avez que deux manœuvres cliniques à faire, quelles seront ces manœuvres? Et là, ce qu'on recherche, c'est la pertinence et l'efficacité lors de l'examen clinique. Exemple de raisonnement des résidents. J'ai reçu il y a quelques jours une jeune fille atteinte de progéria, une maladie exceptionnelle caractérisée par un vieillissement précoce de l'enfant et l'atteinte de plusieurs systèmes. J'ai demandé au résident qu'est-ce qu'il pensait de cette patiente. C'était la première fois qu'elle venait chez nous et on n'avait pas encore le diagnostic. Le premier résident me dit qu'elle présente une scoliose. Je lui dis « c'est tout ?» Il me répond « c'est tout ». Que pensez-vous de cette réponse? Moi, je le compare à quelqu'un à qui tu demandes « qu'est-ce que tu vois ?» Il te dit « je vois un arbre », alors que derrière l'arbre s'étend une forêt immense. Cette réponse révèle soit des connaissances médicales maigres, ou bien que les informations sont stockées au niveau du cerveau mais qu'elles sont inaccessibles, ou simplement à cause d'un blocage dû au stress. Ce type de raisonnement est appelé raisonnement réducteur. Le deuxième résident me répond « Vous savez docteur, ça peut être énormément de choses. » Je lui dis « Comme quoi ?» Il me répond « Cette fille présente des fractures à répétition, donc ça peut être une ostéogenèse imparfaite. Elle a un retard de développement statural, donc ça peut être un problème hypophysaire. Elle a un micrognatisme, donc ça peut être aussi un syndrome de Turner. » En fait, ce médecin a des connaissances médicales riches, mais elles ne sont pas liées correctement. Il n'a pas encore constitué de réseau efficace pour joindre les différentes informations. Et donc, ces données restent très dispersées. Et son raisonnement ne suit aucun chemin précis. Ça va dans tous les sens. Ce résident voit seulement des arbres ici et là, et n'arrive pas à constituer la grande forêt à partir de l'ensemble des arbres. La troisième résidente me dit il s'agit d'une fille qui a des antécédents familiaux puisque sa sœur présente le même problème. Elle a un retard statural, une fragilité osseuse évidente puisqu'elle a fait plusieurs fractures et en plus elle a une calvitie et un faciès très particulier. Elle doit avoir une maladie génétique rare qui explique tout ça. Ça me rappelle un reportage que j'ai vu à la télé sur des enfants qui vieillissent rapidement. Je vais me documenter et vous rendre la réponse. Elle cherche dans ses bouquins, puis elle revient. C'est bon docteur, j'ai trouvé. Effectivement, il s'agit d'un syndrome du vieillissement prématuré. Ça s'appelle aussi la progéria. Voilà,
J'ai photographié les pages qu'elle m'a montrées et ce qui est bien ici, comme vous remarquez sur la photo, c'est qu'elle n'a pas de problème à se documenter aussi bien en français qu'en anglais. Cette troisième étudiante possède non seulement de bonnes connaissances médicales, mais aussi elle sait comment les organiser et les exploiter de façon méthodique. À la fin, je termine par cet exemple. Imaginez que vous entrez dans une bibliothèque qui contient des milliers de livres. Vous donnez le titre du livre à la bibliothécaire. Elle vous répond « Je suis presque certaine que votre livre est chez nous, mais je ne peux pas vous aider à le trouver. Allez-y, cherchez par vous-même. » Vous entrez et vous trouvez ça. D'après vous, quelles sont les chances de trouver le livre que vous cherchez dans tout ce désordre? À l'inverse, vous entrez dans une autre bibliothèque, cette fois-ci les livres sont bien rangés, vous hésitez un peu avant de demander à la bibliothécaire, parce que vous avez seulement le nom de l'auteur. Et la dame, elle vous rassure, tous nos livres sont référencés et bien agencés. Vous pouvez les trouver à partir du sujet du livre, de son titre, de l'auteur, de l'ISBN ou même de la maison d'édition. En appliquant les conseils précédents, vous allez, j'espère, être plus efficace dans votre raisonnement clinique. Cependant, il ne faut pas espérer un changement du jour au lendemain. Ça va demander beaucoup de pratique et d'efforts. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez travailler avec méthode et partir sur des bases solides. Mais aussi, vous allez progresser plus rapidement que les autres, Inch'Allah. Je termine par cette citation de Michel de Montaigne, un philosophe du XVIe siècle, qui préfère, lui, une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Mais nous, en médecine, on n'a pas vraiment le choix. Nous sommes obligés d'avoir les deux à la fois, une tête bien faite et bien pleine. N'est-ce pas? Je vous remercie et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.